Ces dernières années, j'ai vraiment travaillé comme un acharné pour lancer une agence d'ads qui a généré des millions d'euros de chiffre d'affaires. Le tout avec une croissance qui continue à être 2 chiffres d'année après année et avec une équipe de 15 personnes. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous partager tous mes apprentissages, mes doutes, mes expériences et que vous puissiez suivre mes aventures. Je m'appelle Martin Faucheux, j'ai 30 ans et voici ma petite histoire et comment j'en suis arrivé là. J'ai jamais été vraiment quelqu'un de très extravagant, genre d'entrepreneur qui veut se construire une image de rockstar. Non, moi c'était plutôt toujours quelqu'un de normal entre guillemets, c'est-à-dire pas faire de vagues, mais en même temps ne pas me fermer de porte. Donc après avoir fait un lycée sans prétention dans ma campagne du Var, je suis rentré en prépa dans la fameuse MPSI, donc la classe préparatoire scientifique qui faisait peur à tout le monde à cette époque. Et c'est bien là que les problèmes ont commencé. Donc ça fait maintenant 12 ans que j'ai fait ça, mais je m'en souviens très bien de ces journées interminables, de l'avance de mes camarades de classe sur le programme, parce que eux ils avaient déjà fait ça depuis le collège, depuis le lycée, et donc moi je suis arrivé avec un retard énorme sur eux, que j'ai jamais réussi à combler, malgré les longues nuits que je passais à travailler sur les cours, pour au final, en 2 ans, avoir peut-être eu une fois la moyenne en maths, et je crois que c'était vraiment juste un 10, et pas plus, mais c'était déjà une bonne victoire avec moi parce que je collectionnais plutôt les 5 ou les 6, je me rappelle très bien de ça. Donc au fond de moi, je savais que j'étais pas vraiment à ma place ici. Donc j'ai toujours eu des idées plein la tête, des envies de créer, de développer des projets. Alors à la fin de ma deuxième année de prépa, je me suis dit que j'allais pas rejoindre une école d'ingénieur. Et on va pas se mentir, j'étais pas éligible pour aller à Polytechnique ou à Centrale Paris, j'avais pas du tout le niveau. Mais même une école d'ingénieur de second plan, c'était pas forcément quelque chose qui me branchait. Donc j'ai plutôt choisi d'aller à la fac pour me laisser un petit peu de temps et comprendre un peu plus ce que je voulais faire et développer en fait mes compétences sur certains projets, certains environnements. Donc j'ai décidé de rejoindre une fac de maths et c'est là que j'ai commencé à travailler sur mes projets entrepreneuriaux. Donc pour première idée, de faire une application sur les événements de musique dans ma ville avec des fonctionnalités un peu plus pour du live et des réseaux sociaux où on pouvait voir en direct ce qui se passait dans les événements en cours, on pouvait échanger avec les personnes qui étaient déjà présents, ceux qui voulaient y aller. Sur le papier, l'idée me paraissait sympa à l'époque, mais en vérité ça a été un énorme flop et on va pas se mentir, l'idée elle est vraiment super bancale, donc c'était pas terrible, mais ça n'a pas marché. Pourtant ça m'a donné vraiment le goût de l'entrepreneuriat, donc c'est ça qui m'a poussé à choisir d'intégrer une école de commerce finalement pour en apprendre plus et creuser un petit peu cet univers-là. Et donc c'est là que je me retrouve à passer les concours pour l'EDEC et finalement je finis par être reçu. Donc ça c'était une première victoire pour moi. Donc là tout content, le petit sudiste prépare sa valise, il se dirige vers Lille parce que l'école elle est à Lille et il se retrouve dans la pluie, le froid, mais avec des gens qui sont sympas, qui sont chaleureux et je m'apprête à passer les 3-4 prochaines années de ma vie dans cette ville. Donc la première année, je m'empresse de choisir ce pourquoi je suis venu, donc l'option entrepreneuriat. Donc je voulais apprendre et savoir comment on faisait pour lancer le prochain Facebook et devenir le prochain Mark Zuckerberg. Bon, à cette époque j'avais des rêves plein la tête, j'en ai toujours et c'est une bonne chose, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément le type de société que je voulais lancer au fur et à mesure du temps, mais ça on y reviendra plus tard. Donc j'ai commencé à suivre des cours et j'ai commencé à faire des business plans, des SWOT, des Canva, pour au bout de 6 mois avoir une bonne note, donc ça c'est sûr parce que j'avais bien fait mes devoirs, mais finalement avoir rien de concret. Et tous les entrepreneurs qui regardent cette vidéo, ils vont sûrement se rendre compte que c'est en se confrontant vraiment au marché que on apprend à lancer une boîte en fait, c'est ça. Donc il fallait que ça se fasse sur le terrain. Donc un jour en classe, j'y retourne, puis au milieu de tous les MacBooks, je remarque quelqu'un qui avait un ordinateur gaming énorme qui faisait 3 fois la taille d'un Mac. Donc je m'assois à côté de lui et tout curieux, je lui dis ah ouais. Est-ce que tu es un gamer, tu joues aux jeux vidéo? Et il me dit que oui. Et donc le soir même, on se retrouve à jouer ensemble sur Counter-Strike, puisque ça c'était le jeu de l'époque sur lequel je passais pas mal de temps. Et en fait, cette personne, c'était pas n'importe qui dans mon histoire et ma carrière, parce que ce n'est autre que mon associé à l'heure actuelle sur Adsback, l'agence Ads dont je vous parlais au début de cette vidéo, qui s'appelle Sacha Torjman. Et en fait, au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble à jouer, à lancer des parties, on découvre, en apprenant à se connaître, que on a la même passion de l'entrepreneuriat finalement. Ce qui nous intéresse, c'est de construire, d'apprendre, d'échouer, de se relever, de tester des choses, puis idéalement à la fin de réussir. Donc on décide de jouer un petit peu moins, même si on n'a pas abandonné les jeux vidéo, mais pour passer un peu plus de temps à lancer un premier projet ensemble sur une passion qu'on a en commun, qui est l'e-sport. Et donc pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est l'e-sport en 2025, c'est la compétition
dans les jeux vidéo, et maintenant c'est un phénomène assez mondial qui réunit beaucoup de personnes. Donc pour rappel, c'était presque il y a 10 ans, on a eu cette idée, donc le public, les marques n'étaient pas aussi investis que c'est le cas aujourd'hui. Donc notre premier objectif à nous, c'était de construire un cabinet de conseil pour les marques qui n'étaient pas endémiques et qui souhaitaient vraiment investir et sponsoriser des événements e-sport. Donc pour le faire, plus simplement, c'est juste des marques qui voulaient sponsoriser des events dans l'e-sport. Rien de plus compliqué. Donc on a travaillé beaucoup d'heures, des nuits entières sur le projet. Déjà parce qu'on ne savait pas lancer le projet, concrètement. Donc ça nous a pris beaucoup plus de temps que ça me le prendrait maintenant. Donc on faisait un petit peu tout, on partait dans tous les sens. Mais franchement, c'était vraiment super cool. Et je pense que c'était un très bon moyen d'apprendre et de comprendre ce qui fait avancer une entreprise. Parce que passer une semaine à faire un logo, définir quelles vont être les couleurs, la marque et ainsi de suite, c'est pas forcément ce qui fait avancer le plus rapidement une entreprise. Mais bon, petit à petit, on a commencé à avoir des premiers contacts dans le milieu, des équipes e-sport, des créateurs de tournois, puis un jour, on a vraiment enfin compris que le principal c'était d'aller se confronter au marché et de démarcher des entreprises et pas repousser un peu ces moments qui font sortir de sa zone de confort et qui sont pas très agréables au début quand on n'est pas très à l'aise en fait, parce que pour nous c'était que le départ. Bon, maintenant c'est plus facile d'aller contacter des gens, mais au départ c'est quelque chose qui est pas très agréable, mais qu'il faut faire, il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est ça qui fait avancer le plus rapidement la société et c'est pas en passant des semaines à définir un business plan, définir des couleurs, une marque, un logo. Ça, on peut toujours le faire une fois qu'on a les premiers clients et les premières rentrées d'argent qui arrivent. Donc, on a commencé à envoyer des mails, des messages LinkedIn, prendre plein de contacts, mais en fait, tout est resté sans réponse. En même temps, je mettais à leur place, il n'y a pas grand monde qui allait se dire « Ok, je vais confier mon budget sponsoring, marketing à 2 jeunes en 2e année d'école qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. » Donc, je les comprends. Finalement, il y a une entreprise qui l'a fait et c'est Soprasteria. Donc c'est un gros cabinet de conseil et ils s'intéressaient à cette discipline de l'e-sport parce que ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'engouement et pour eux c'était un moyen en fait de créer de la rétention employée. Donc ils voulaient organiser un tournoi interne e-sport avec leurs équipes. Donc là vous dites c'est le jackpot, non? Parce qu'un gros cabinet de conseil comme ça, un premier client, ça peut être énorme. Donc pour l'instant, rien de signé. Nous on est excités comme des puces suite au premier appel et à la formulation de leur intérêt. On se met au travail, on crée les supports, on réfléchit à toute la stratégie. Franchement, on dort plus, on passe 7 jours de suite là-dessus, on se donne à fond parce que il fallait donner une réponse sous 7 jours. Donc il faut trouver une salle, gérer l'infrastructure IT, trouver les ordinateurs, gérer les locations, les animations, gérer tout ce qui va être la nourriture. Donc vraiment organiser un événement quoi. Alors que je vous rappelle que nous, on est en 2e année d'école, on n'a pas fait ça. Donc on part vraiment de 0. Encore aujourd'hui, moi je trouve que ça a été une des semaines les plus productives qu'on a pu avoir dans ce projet-là, parce que finalement c'est vraiment quand on est dos au mur qu'on avance le plus vite. Donc on a appelé plein de gens, on a appelé des gens qui l'ont déjà fait, qui nous ont conseillé, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques, notamment réseau, quand on connecte 50 ordinateurs en même temps sur un même réseau, faut pas que ça explose, faut que ça tienne, surtout pour un tournoi d'e-sport où la latence c'est super important. Essayer de démarcher des salles capables d'accueillir des événements de plus de 50 personnes. Donc ça, on a réussi au fur et à mesure, à trouver le système qui fonctionnait pour avoir tout ça. Et on a tout mis en bloc dans un Word de 50 pages. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait. C'était complètement indigeste. Puis on a envoyé notre proposition en nous disant que cette fois que c'était la bonne, que ça allait démarrer, qu'on avait fait un travail de fou et que c'était bon. Puis là, silence radio. On a commencé à passer des heures à attendre. Des jours, puis une semaine, 2 semaines, et là, enfin un mail. La joie a été de courte durée parce qu'on nous a dit que le projet, finalement, il se ferait pas et qu'il serait pas réalisé. Bon, avec du recul et un peu plus de retour là-dessus, je pense que c'était un peu trop de budget, trop risqué pour eux de le confier à 2 débutants. Concrètement, on n'avait pas de ref, c'était un gros morceau pour commencer directement, et ça aurait été mieux pour nous d'avoir déjà eu quelques références, des petits tournois organisés, quelque chose de plus solide et peut-être une présentation un peu plus propre qu'un gros Word envoyé comme ça qui n'a peut-être même pas été lu. On nous fasse confiance. Donc ça s'est passé comme ça, mais à la fin on a quand même gagné une chose avec tout ça, c'est vraiment l'envie d'entreprendre parce que ça nous a vraiment boosté et stimulé de faire tout ça. Donc la 2e année de l'EDEC se termine et là, entre le Master 1 et le Master 2, il faut faire ce qu'on appelle une année de césure. Donc c'est une année de stage. On fait 2 fois 6 mois de stage pour avoir un premier pas dans le monde professionnel.
Alors sachant pas trop quoi faire et étant entouré uniquement à l'EDEC de gens qui parlent de finance, de conseils en stratégie, donc moi je me dis c'est ce qu'il faut faire quoi. Il faut aller là-dedans, c'est ça qui me gardera le plus de portes ouvertes et qui me permettra d'être successful dans ce que je vais faire. Donc je commence à postuler dans quelques cabinets de conseil pour finalement me retrouver dans un cabinet de conseil spécialisé en asset management, donc en finance. Donc ça fait peur comme ça, mais en fait c'est simplement du conseil dans la finance quoi. Et donc c'est génial, je me dis je vais pouvoir porter un costume, me sentir important, aller travailler dans les beaux quartiers de Paris, devenir quelqu'un de puissant, je commence à avoir plein de rêves dans la tête. Donc ça c'est comme je le voyais au début, parce qu'il ne faut pas oublier que moi à la base j'étais un campagnard qui vient du Var et qui avait les ambitions d'aller conquérir la ville on va dire. Donc en réalité plus les semaines sont passées, plus ma motivation a baissé dans le stage, tout était hyper processé, il n'y avait pas de place à la créativité, pas de place au développement, les nouveaux projets, surtout qu'en tant que stagiaire, je pouvais faire une croix dessus. Et en fait, mon travail, ça consistait à remplir des lignes de CRM, faire quelques slides et ça allait pas beaucoup plus loin. Donc c'était pas ouf, surtout quand on a vécu des coups d'adrénaline un petit peu comme j'ai pu l'avoir avec Sopra Steria. Donc finalement, moi, dans mes projets, que ce soit en prépa, que ce soit dans le projet là sur le cabinet de conseil en e-sport, que ça soit dans le sport, j'ai jamais trop abandonné, donc je suis allé quand même au bout, mais je me suis dit que c'était pas mon monde. Donc ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un stage dans un cabinet de conseil, une agence qui s'appelle cette fois 55. Après 6 entretiens, donc ça n'a pas été de tout repos, mais j'ai réussi à décrocher mon stage, et c'est là où j'ai eu mes premières expériences en traffic management sur des grands comptes comme Orange, Butagaz ou Game of Thrones. Durant ces périodes-là que moi j'ai continué à apprendre en fait et à développer une nouvelle passion pour l'investissement média finalement. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que durant toute cette année aussi, j'ai pas abandonné l'entrepreneuriat. J'ai continué à me former, donc je suivais des cours de code à côté le soir. J'ai commencé à travailler sur un autre projet avec Sacha qui était une extension pour Twitch qui permettait d'animer les audiences de streamers pendant les temps morts ou les temps de pause. Bon après, encore une fois, avec du recul, c'était impossible. C'était un environnement fermé, contrôlé par Amazon, hyper compliqué de gérer tout ça. Puis en fait, l'application qu'on voulait faire, finalement, ils l'ont développée eux-mêmes par la suite. Mais ça aurait été intéressant de pouvoir continuer un peu plus à pousser le projet. Donc cette année passée, je reviens pour mon Master 2 à l'EDEC. C'est une année qui va être chargée parce que là, j'ai choisi de faire un double diplôme, un Master en Management, assez classique, et un master en IA et en data. Donc finalement beaucoup de stats et de maths. Donc je me retrouve à me faire des journées de 9h à 19h en cours, sans oublier les projets que je veux lancer en dehors des heures de cours. Donc l'année commence et je me dis que pour continuer à gagner un petit peu d'argent et ma vie, je vais prendre quelques comptes en tant que freelance et faire de l'achat média sur Google et Facebook. Je le fais surtout pour des petites entreprises locales, mais ça marche bien. Puis un jour, en scrollant sur YouTube, je tombe sur une vidéo de Yomi Denzel. Bon, j'imagine que tout le monde connaît Yomi Denzel, donc on peut dire ce qu'on veut, mais moi je trouve qu'il a le mérite de donner de l'ambition et de la volonté de faire des choses à beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs en herbe. Donc au début je crois pas trop à ce qu'il raconte, j'imagine comme beaucoup de gens, je me dis ok vas-y lancer un produit, faire des millions d'euros, la promesse elle est un peu grande quand même, donc je laisse ça un peu de côté et je continue de me concentrer sur mes cours, sur mon travail de freelance. Puis un jour, il y a une nouvelle qui tombe, c'est le Covid. Tout le monde à la maison, je suis coincé dans mon appart, mais finalement, je vois vraiment ça comme une aubaine. Je me dis que c'est là le moment où tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur les réseaux, j'ai du temps, je vais lancer ma première boutique en ligne et essayer ce fameux truc du dropshipping. Alors j'ouvre mon ordi à 8h du matin, je le ferme à 3h, je lance ma première boutique, comme ça je suis à fond et j'attends ce qui se passe le jour suivant. Donc là j'ai la boutique prête, le nom de domaine connecté, le compte pub, les pubs qui sont lancés. Voilà, mon premier produit c'était un assainisseur d'air qu'on branche sur l'allume-cigare pour les voitures, avec pour idée de le marketer un petit peu comme c'est le Covid, faites de votre voiture un endroit qui est safe en gros quoi. Bon, c'était un peu gros, mais c'était un peu l'idée que j'avais faite. Et donc, je lance tout ça, puis je vais me coucher, et le matin, je me réveille à 8 ou 9 heures, tout excité, un petit peu comme si c'était Noël et que je voulais voir les cadeaux que me réservait ma boutique Shopify. Donc là, j'ouvre, et c'est vraiment la meilleure sensation possible qu'un entrepreneur puisse avoir, je trouve. Je vois qu'il y a eu 30 € de pub qui ont été dépensés. Toute l'adrénaline redescend en une fraction de seconde, parce que là, je commence à voir que, en fait, j'ai fait 0 vente. Donc déjà, c'est pas ouf. Je commence à creuser, à regarder, comprendre un petit peu mes tableaux de bord. Puis là, je vois qu'il y a quand même 3 personnes qui sont arrivées à l'étape de paiement,
qui ont essayé de payer mais qui n'ont pas payé. Pourquoi ils n'ont pas acheté? Je creuse, je clique partout, je cherche. Et là en fait je vois que j'avais pas connecté Stripe à ma boutique. Donc c'est vraiment un sentiment où on se sent hyper con à ce moment-là. Alors je connecte le compte directement, j'envoie des mails aux personnes qui avaient essayé d'acheter, puis là, pas de grande surprise, personne ne me répond. Puis quelques heures plus tard, premier achat. Une des 3 personnes finalement avait acheté. Et c'est là où je me dis, ah ouais, en fait le e-commerce, le dropshipping, tout ça, ça peut marcher. Donc là, 3 fois plus motivé, je me remets à fond dessus, je relance une nouvelle boutique sur cette fois un distributeur de savon automatique pour du gel hydroalcoolique, et je commence à mettre 30 euros par jour, puis 40 euros par jour, puis là je vois 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 euros par jour de vente avec mes petits 40 euros de budget. Et là, j'ai l'impression que ça me dépasse complètement. Hein. Enfin, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ça explose, c'est pendant le Covid. C'est génial, je me sens hyper puissant, plein de projets, je veux lancer plein de choses. Puis là, d'un coup, boum, Facebook me bannit. Ils ont décidé de bannir tout ce qui touchait au Covid directement parce que, bon, je les comprends, hein, c'était un petit peu dangereux et bancal comme secteur. Donc là, je cherche d'autres produits à lancer. J'arrive à lancer 2-3 autres produits rentables, mais rien d'exceptionnel. Et au même moment, c'est la fin de l'EDEC. Je dois trouver un travail parce que l'e-commerce et tout, c'est pas stable. Puis tout le monde autour de moi me dit c'est bon, il faut trouver un travail. Qu'est-ce que tu as trouvé comme job? Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça. Tout le monde fait des stages de fin d'études. Moi, j'ai un peu la flemme de faire un stage de fin d'études. Je me dis que j'ai plein de compétences à mettre à profit en tant que junior dans un CDI. Donc là, je rejoins une agence à Paris où je veux apprendre un petit peu plus ce que je faisais en termes d'acquisition média. Donc là, je mets à contribution mes compétences au service de mes clients. J'aime ce que je fais. Mais la vie à Paris pendant le Covid, on va pas mentir, pour ceux qui étaient, peut-être qui regardent cette vidéo, c'était pas très joyeux. Moi, je sentais vraiment qu'il y avait un vide à combler dans ma vie. Et je trouvais ça dommage de pas continuer dans ma lancée après toutes les émotions que ça m'avait procuré ce business-là. Donc là, je me retrousse les manches. Je me dis, ok, je travaille de 9h à 19h pour l'agence dans laquelle je suis embauché. Mais à côté, de 19h à 2h du matin, rien ne m'empêche de me donner à fond sur d'autres projets. Parce qu'en plus, j'ai rien à faire, c'est le Covid, je suis chez moi. Donc plutôt que de regarder des séries, je vais faire ça. Donc là, je me dis, c'est parti, je le fais. Donc là, je me lance une nouvelle fois sur l'e-commerce, et cette fois sur du native ads. Donc avec Taboola, Hotbrain, pour ceux qui connaissent, c'est des espaces pubs qui sont moins connus, mais qui fonctionnent au coup par clic. Donc on ne paye pas à l'affichage, on paye au clic. Donc franchement, ça donne des possibilités d'optimisation qui sont super intéressantes et ça évite surtout les bans Facebook. Et là, devinez quoi? J'embarque de nouveau Sacha avec moi dans cette aventure. Donc on se met là-dessus tous les deux, on arrive à commencer à générer les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires, puis on passe les 10 000 euros, c'est génial. Et là, c'est un cap finalement que j'avais jamais osé atteindre avant et espérer. C'est peut-être ridicule pour beaucoup de personnes qui sont dans l'e-commerce, mais quand on se lance, franchement, c'est les premiers gros succès que je souhaite à tout le monde de vivre. Mais au bout d'un moment, je me dis que c'est vraiment ce que je fais le soir qui m'anime le plus et je décide de quitter mon agence actuelle pour prendre du temps, pour consacrer à mes futurs projets et surtout essayer de continuer à développer cette partie e-commerce qui commençait à prendre un petit peu. Alors là, oui, tout mon entourage me dit paniquer, comment tu vas faire? T'as même pas de chômage, tu prends des risques inconsidérés, t'as un crédit à payer à l'EDEC, c'est du suicide de faire ça. Mais au fur et à mesure, on commence à développer un petit peu notre réseau, avoir des demandes d'autres e-commerçants qui souhaitent qu'on gère leurs ads avec Sacha. Je commence à le faire en tant que freelance en plus, parce que c'est ce que j'aime le plus dans l'e-commerce finalement, c'est gérer les ads. On le fait pour une personne, puis 2, puis 3, puis on commence à partager ses réalisations dans des groupes Facebook. De plus en plus de personnes commencent à nous contacter, ça commence à s'emballer. Et là, je continue à le faire en freelance à 100% finalement et j'abandonne un petit peu le côté e-commerce à gérer la boutique parce que je passe tout mon temps à le faire avec Sacha pour d'autres personnes finalement et on le fait sur Google et sur Meta. Donc on est à 100% dans ce projet en auto-entreprise. On commence à générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ces services-là. Sacha, à son tour, il quitte son travail pour me rejoindre aussi à 100% sur le projet et c'est là qu'on fonde officiellement Adsback. Donc c'est l'agence d'acquisition payante dont je vous parlais au départ. On est à fond, on travaille de 9h à 2h du matin, mais cette fois à 100% sur ce projet-là. On commence à recruter un premier stagiaire, une alternante, une première personne en CDI, puis une deuxième. Et finalement, on continue comme ça pendant 4 ans. Et aujourd'hui, on a généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et on a une équipe de 15 personnes en CDI et 100% en télétravail. On organise régulièrement des séminaires pour se voir, continuer de développer l'agence, avec un unique but, c'est vraiment de devenir une agence hyper premium pour toutes les entreprises
qui souhaitent vraiment développer leur acquisition payante. On sait que la route, elle est encore longue, mais on a voulu développer tout ça pour y arriver. On continue dans ces projets à fond et c'est ce qui nous motive tous les jours. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment créé cette chaîne pour vous partager mon aventure, pour vous expliquer ce que je fais, si ça peut aider certaines personnes à lancer leur agence, à la développer, à savoir comment moi j'ai pu la gérer, en apprendre plus, éviter des erreurs et permettre de faire des raccourcis. Dans ce cas-là, ce sera déjà une grande victoire pour moi. Et toi, si tu souhaites découvrir plus en détail ce que je fais, parce que je vais poster un peu plus sur les sujets actuels, suivre mes réussites ou me voir me planter lamentablement, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner et comme ça tu restes informé des prochaines vidéos qui vont sortir parce que je vais en sortir assez régulièrement pour raconter tous ces projets-là.